Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 février 2023. Depuis 2023, lui, on ne l'a pas vu, il est avec nous aujourd'hui. Toussaint Yaoundé, le directeur de publication du journal afriqueinfo.com est avec nous également, lui. Il était avec nous, c'est avec lui-même on a démarré l'année 2023. Bonjour. Bonjour Anita. Comment vous vous portez? À merveille, ça va. Et la rédaction de Afrique en ligne? Elle se passe très bien. Ça se passe très bien. Absolument. On espère qu'en 2023, il y aura augmentation de salaire. Donc ça, vous le prenez en même temps. Cela dépendra de nos contrats aussi. Alors, Stan Aziator, il est journaliste. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour à tout le plateau et également ceux qui nous suivent actuellement. Et la rédaction de Nouvelle Opinion. Opinion.tv. Ça se porte bien? Tout va à merveille. Ça va, ça avance là-bas. Oui, ça va. Le directeur de publication Tchaniaou Réunion se porte bien également, mes salutations à lui. On commence cette émission avec le civisme, si on peut dire ainsi. Aujourd'hui, vous voyez les transports en commun le véhicule de transport en commun, un taxi qui doit prendre peut-être 4 personnes, avec 5 personnes en plus du chauffeur, ce taxi prend jusqu'à 7 personnes. Et certaines personnes n'étant pas d'accord, préfèrent ne pas rentrer dans le taxi, mais au lieu que ce soit le chauffeur qui se fâche, ce sont plutôt d'autres passagers à bord de ce taxi-là qui se fâchent et qui attachent sévèrement la personne qui a dit non. Des fois, on va jusqu'à lui dire, si tu ne veux pas qu'on t'entasse, achète un taxi. Ce n'est pas leur droit de dire non, je ne veux pas rentrer dans ça. Ah oui, c'est le droit. Parce que la plupart des accidents, quand on le dit, excès de vitesse, surcharge. Oui. On a vu à Ouarala. Oui, tout à fait. Normalement, un citoyen honnête qui mobilise un véhicule, donc constate qu'il y a plus de place vide, n'est pas obligé de se surcharger naturellement. Le bon sens de panique se retire et disent non, je me débrouille ailleurs. Malheureusement, nous sommes dans un état où les passagers, je ne sais pas si c'est parce que ils vont payer pas un tarif normal aux chauffeurs, c'est eux maintenant qui demandent aux gens de venir les entasser pour qu'ils soient beaucoup plus nombreux, pour que les chauffeurs puissent gagner plus d'argent. C'est ce que moi j'imagine après. Parce que qu'est-ce que je dis le fait que... Parfois les gens se proposent de trouver une place dans le coffre. Oui, pour permettre à celui ou celle-là qui ne veut pas monter à bord. Oui, c'est ça même de trouver une place. Voilà, on n'arrive pas à comprendre ce qui peut justifier de telle attitude. Parce que déjà dans le capot, on n'est pas à l'aise. Mais si un individu veut plutôt rester là, ou il veut peut-être un demi-tarif, ou bien carrément, j'imagine, ce sont des suppositions. Parce que je ne sais pas ce qui peut justifier, quelqu'un peut vouloir. Peut-être qu'on diminue 500 ou 1000. J'imagine toutes sortes de. Voilà, tout à fait. Mais c'est des choses que nous devons combattre. Vraiment, tous les jours, nous devons d'abord dénoncer ce genre de pratiques. Parce que depuis déjà la nuit des temps, ça se pratique, ça ne cesse jamais. Maintenant, ce sont maintenant les clients maintenant qui amplifient maintenant le désastre en demandant que d'autres viennent s'ajouter à eux pour faire sardine dans une voiture prévue pour 5 personnes. Et aussi la police laisse faire. Parce que avec la police secours dans le cas de on va revenir au cas de la police. C'est un autre aspect il faut d'abord sujet. Éduquer Qui doit éduquer réellement? Mais c'est nous. Il n'y a que la presse, il n'y a que les médias. La presse le dit. Oui, non, il faut que si l'État veut, il faut c'est une question de volonté, vous ne pensez pas? Oui, c'est une question de volonté. Parce que si on veut faire céder ça... On peut toujours le dire. Oui. Non, écoutez, à faire du casse, tout le monde en porte maintenant. Et ce qu'on a fait véritablement une loi républicaine avec des contraintes, et puis ça marche. C'est-à-dire, si on veut, on le fait, mais on ne veut pas le faire.
Et c'est lors de l'instant qu'on se dit, bon, écoutez, mais c'est surchargé dans Via. Voilà, il y avait vraiment trop de morts parce qu'effectivement, il y avait tellement de sujets, etc. Voyez-vous. Donc, c'est une question d'éducation de masse. Il faut que l'État, et c'est nous, journalistes, qui pouvons aider l'État à remporter cette victoire. Mais si on nous met de côté et qu'on laisse les policiers gérer la route comme ils veulent la gérer, donc je vous plairai. Vous voulez toujours toucher du doigt l'aspect policier, bien que je vous dise parce que qu'on parle. Oui, on va parler tout à l'heure, c'est inscrit à l'heure du jour. Alors, Stan, vous voulez monter dans un véhicule, ils sont déjà 3 derrière, vous dites, vous ne pouvez pas rentrer. On dit non, rentrez, il y a quelqu'un qui va descendre ici. Si vous ne savez pas faire, vous allez descendre avant la personne. Et des fois, quand vous dites non, le chauffeur, lui, ne dit rien, mais ce sont ceux qui sont là, les passagers, qui vous insultent. Oui, j'ai été témoin de ça pas plus d'une fois. Vous êtes face à un véhicule, vous voulez vous rendre à un niveau donné, vous voyez dans le véhicule qui a pratiquement plus de place. Et donc, vous ne voulez plus rentrer dans ce véhicule. Et bon, comme vous le dites, c'est ces passagers-là qui vont vous réprimander et qui vont vous verbaliser. Donc, bon, si vous voulez un taxi, si vous voulez être libre dans un véhicule, payez vous-même votre voiture, quoi. Ce sont en tout cas, ça ne m'étonne pas. Comme je l'ai dit, moi, ce sont des propos qui m'énervent en fait. Si la personne a acheté son véhicule, c'est pour pouvoir prendre les passagers. La dernière fois, j'étais témoin du truc. C'était une dame, elle avait un bébé en main. Elle voulait monter dans le taxi, mais c'était déjà plein. Une personne devant, 4 personnes derrière. Donc la dame dit, avec le bébé, elle ne peut pas. Et les gens s'acharnent sur la dame. Est-ce qu'elle a acheté un taxi? Comment vous pouvez demander à une dame avec son bébé d'aller devant et qu'il soit 3 là-bas? C'est la normale que nous voulons tout simplement ériger en règle. Ça a déploré. Et je pense que c'est un travail que vous venez de dire quelque chose tout à l'heure, que c'est une question de volonté. Moi, je dis que non, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de moins? Ça pas non plus. Parce que cela doit c'est-à-dire que l'homme en général aime quand on est derrière lui, quand on joue le gendarme derrière lui. Sinon, de sa propre volonté, il n'aime jamais faire ce qui est bien. C'est ce qui est déplorable. Il y a quelqu'un une personnalité qui me disait que si, par exemple, on dit aux gens, on dit tout à l'heure que bon, tous ceux qui veulent conduire les motos doivent avoir le permis. Des gens vont se soulever, ils vont contester cette décision. Mais si on l'applique, malgré tout, les gens vont se soulever. Il peut y avoir soulèvement. Voilà. C'est la vie des citoyens qui en les gens vont se soulever. Les personnes perdent la vie tous les jours parce qu'ils ne savent pas conduire. Les gens vont vouloir manifester contre ça. Mais dans 1 an, 2 ans après, on verra que les accidents vont diminuer sur les routes. Ça, ce sont les résultats. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas être dans la légalité, sur la loi, sur ce qui est bien. Et quand on lui impose ça, il trouve que bon, c'est anormal. Je pense que c'est là où moi je ne suis pas d'accord et aussi sur ce qu'a dit Poussé, que c'est un travail que doit faire la presse. Moi je ne suis pas totalement d'accord. Mais la presse, elle a son rôle à jouer. La presse joue déjà son rôle parce que ça fait déjà des enquêtes tant que des gens en parlent sur des médias. Des gens en parlent sur des médias et je pense que non seulement il faut impliquer la police, mais il faut faire en sorte que la rigueur soit appliquée sur la route. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des complaisances, il ne faut pas qu'il y ait des magouilles, que bon, on amadouille un peu le policier qui est sur la route et puis lui aussi laisse passer. Parce que ce qui est marrant, quand vous allez vers le centre-ville, tout est respecté.
Mais Oui. quand vous quittez le centre-ville, c'est là. Ça, on remarque plus le phénomène. Ce qui me chagrine, moi, dans cette situation, est que avant on pouvait comprendre, puisque l'État civil déplorait les tarifs. Avant, ils disaient que bon, ça ne se faisait pas. En plus, sur la route, ils payent au péage. Il y a les syndicats qui en prennent aussi leur partie. Et donc, au finish, ils se retrouvent avec rien quoi. Donc, avant, on pouvait. Et en plus de ça, il y a le carburant. Le carburant le prix du carburant qui flambe. Il paraît qu'il y aura encore augmentation. Mais depuis l'avènement de Covid, moi je ne suis plus d'accord sur ces genres d'arguments. Pourquoi? Parce que depuis Covid, nous tous on a constaté que les tarifs ont augmenté pour les taximans. Et donc, oui, ils ont augmenté eux-mêmes. Ils ont augmenté et ça a été comme ça. Ils ont augmenté eux-mêmes, personne ne dit rien. Voilà, et tout le monde paye. L'ancien système. Voilà, et tout le monde paye. Et en ce temps, bon, on avait limité quand même le nombre de passagers à bord de chaque véhicule par rapport aux destinations. Et ça s'appliquait au temps de Covid. Maintenant, après Covid, bon, le tarif est resté le même, mais on continue. Le nombre de personnes. Voilà, finalement, ça veut dire que les taximens gagnent puisqu'ils ne doivent pas. Et donc, c'est en ce sens que moi, je trouve qu'on doit vraiment maintenant taper du poing sur la table pour qu'on redresse cette situation. Parce que non seulement on met en danger la population, mais on triche carrément la population qui déjà souffre à gagner le panier de la ménagère. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la présence des policiers et autres là. Il y a une situation que les taximètres déplorent tout le temps. J'ai eu à poser la question à beaucoup de personnes, mais je n'ai pas eu de réponse. Ils disent que quand ils quittent la ville pour Tchévier, arriver à Déticopé, ils paient 1000 francs. J'ai dit à des soldats qu'il y a des soldats là-bas et que quand eux ils sortent, ils doivent prendre 1000 francs sur tout. C'est par rapport à quoi? C'est parce que vous n'êtes pas en règle, c'est quoi? On dit non, vous pouvez être en règle, mais vous payez 1000 francs. Là, j'en doute, hein, parce que normalement, il y a les... Voilà, c'est pas remettre... Non, j'en doute. Écoutez, si moi je suis en règle, personne ne m'arrêtera. Si moi je suis en règle, personne ne m'arrêtera. Ça, c'est clair. Et dire qu'un taximan soit en règle et qu'il soit contraint de verser 1000 francs dans la gratuité, j'en doute. J'en doute. C'est vrai, vous avez les DSR qui sortent maintenant fréquemment, où votre permis a expiré, où l'assurance aussi a expiré, où certainement il y a un problème. Alors vous êtes sujet maintenant. Alors voilà, devant cette situation où le permis a expiré, où l'assurance, oui. ou la visite technique et Oui, autres, au lieu de prendre 1000 francs par exemple, si c'est par rapport à, je ne sais pas, si c'est par rapport à ça qu'on prend les 1000 francs, est-ce qu'il ne serait pas préférable de coller une amende à la personne va payer, prendre un reçu, et demain la personne ne va plus répéter la même erreur et nous serons en sécurité sur la route? C'est exact. L'amende c'est 5 000 francs minimum. Ça part de 5 000 à 5 000 francs, ce sont des contraventions routières. 5 000 francs, machin. Maintenant, le taximène ne voulant donc pas payer, négocie avec l'agent qui s'en met 1000 francs dans sa poche et fait me loyer sur ce qu'il vient de voir. Déjà. Jusqu'à quand va-t-on continuer de faire non, en fait, la corruption gangrène et il est difficile de lutter contre la corruption. Les États prennent des dispositions, mais le phénomène s'amplifie au fil des années. Maintenant, je pense qu'il revient maintenant, il faut avoir des agents honnêtes. Moi, j'ai souvent rencontré des agents très honnêtes. Ah bon? Oui, bien sûr, qui vous dit, mais écoutez, vous n'êtes pas en règle, vous voyez que vous reconnaissez votre tort, vous faites donc la contravention, vous payez peut-être sur place, et puis vous continuez demain. Quand vous payez sur place, vous avez un reçu? Absolument. Ils sont avec des reçus en réalité. Ils ont des reçus. Moi, j'ai été plusieurs fois arrêté pour violation des feux tricolores. Oui. Voilà. Donc. Quelqu'un qui sensibilise. Ah, mais non, vous savez ce qui se passe? Ça arrive. Non, écoutez, parfois, il n'y a pas de circulation. Fatigué d'espérer, on a envie de passer, on tombe.
Et j'ai payé Qui déjà. vous dit qu'il n'y a pas de circulation? Ah, Le bah, feu dit qu'il y a circulation. Donc, il faut tempérer. Vous savez, il y a des circonstances. Moi, je reconnais que au moins pas 2-3 fois, j'ai payé l'amende 2 fois. Une fois, c'était au niveau de. Ils m'ont dit, j'ai passé un sens interdit. Ça, c'est des Ils vous questions. ont dit ou bien vous êtes passé par un sens Écoutez, interdit? la Non, pluie avait inondé. C'est au niveau de Alpédo il ici. y a beaucoup de téléspectateurs La qui pluie, bien sûr. vous ont dit ou bien allez, vous avez fait ça. allez à Alpédo Gakuto, là, il y a les rails là. C'était pendant la saison des pluies. La pluie a complètement inondé. Et moi, je ne peux pas traverser dans cette pluie. Je ne sais pas quelle est la profondeur de l'eau que je vois. Donc, j'ai voulu juste. Pardon? Vous changez de trajectoire. Donc, la route, non, j'ai voulu juste passer par l'autre côté. Et ils m'ont dit de venir. Je me suis présenté. Ils m'ont dit, bon, ils ont enlevé la clé. Ils ont pris la moto. C'est DSR. J'ai payé 5 000 francs. Le même jour, j'ai retiré ma moto. Je dis, ah, d'accord. Une fois, j'allais faire un dépôt dans un service. C'était très pris par le temps. Et puis, bon, voilà, il n'y avait pas de circulation. Je suis parti, ils m'ont pris par là, j'ai payé également. Et je dis, c'est terminé. Maintenant, quand il y a le feu vert ou bien le feu rouge, je respecte jusqu'au bout. Même si dans la rue, j'encourage ces agents. c'est comme il y a encore des agents qui sont là, même s'ils ne voient personne. Mais ceux qui m'intéressent, c'est ceux-là qui prennent les gens, qui passent par les sens interdits. Non, eux, ils m'intéressent beaucoup. C'est difficile de les corrompre. Ouais. Écoutez, il y a même pas. C'est-à-dire que moi, je me disais que, vu qu'il y avait une inondation sur la voie, non, il m'a dit de venir, moi je voyais qu'il y avait de l'eau, mais que la pauvre cette personne, ils ont pris la moto, devant moi ils l'ont embarqué, et c'est vite fait. Ils ont vite fait, devant moi ils l'ont embarqué, avec tant d'autres aussi, j'ai retrouvé de l'autre côté, les pièces, j'ai dû photocopier, j'étais tellement en règle que le même jour, j'ai dû, et il vous explique après, que voilà ce que tu as fait, tu reconnais, tu dis oui. Il explique. C'est pour ça que je les aime. Alors Stan, dites-moi tout à l'heure, il a parlé de corruption. C'est vrai, la corruption, elle est là, mais les sanctions ne peuvent pas corriger ça. C'est-à-dire l'agent qui prend de l'argent, qui prend peut-être 2 000, au lieu de coller une amende de 10 000 à la personne, l'agent prend 2 000 sur place et puis c'est fini. Peut-être 200 ou 300 mètres après la personne fait un accident. Alors que si on avait obligé à corriger ce truc-là, il n'y aurait pas eu cet accident. Est-ce que ce n'est pas le moment pour l'autorité de sévir? Je ne sais vraiment pas comment est l'organigramme, son organisation au niveau de la police, des corps habillés, mais je me demande, est-ce que ceux qui sont souvent sur les routes là, est-ce qu'ils ont des inspecteurs, etc. Bon, c'est qu'il y a des inspecteurs de police, mais est-ce qu'ils ont un rôle d'aller sur le terrain vérifier si leurs agents qui sont des personnes sur le terrain exécutent dans la norme ce qu'ils doivent faire? Ça, je ne sais pas. Mais bon, si ça ne se voit pas, je suggérerais qu'on exploite cette piste, qu'il y a des gens qui inspectent régulièrement ceux qui sont déplacés sur le terrain pour voir est-ce qu'ils se laissent corrompre facilement sur le terrain comme ça. Est-ce que moi je vais voir mon patron et prendre l'argent? Je te colle l'amende. Bon, est-ce que, bon, si je dis de l'inspecter, bon, ce n'est pas d'être présent devant eux comme ça et demander, bon, est-ce que ça va? Non, il s'agit de mener une petite enquête, être dans l'ombre et puis inspecter quoi, pour voir si on peut reprocher quelque chose à cet élément-là. Et aussi, ce qui serait aussi bien pour nous, est que si on peut mettre peut-être un numéro vert à disposition de la population, pour que si quelqu'un, un passager, un taximan, se retrouve dans des situations où il est dans la légalité, il a tous ses documents, mais on lui réclame des sommes comme ça, 1000 francs, 2000 sur le terrain, bon, il pourra appeler directement sur ce numéro vert et dénoncer. Il y a un numéro vert pour dénoncer la corruption. C'est-à-dire que pas forcément la corruption, mais quand vous êtes en règle et qu'on vous demande c'est-à-dire que quelque chose, ça un numéro, oui, ça a un numéro de la gendarmerie, du commissariat, tout ça là. C'est-à-dire que quand vous appelez, c'est directement leur hiérarchie quoi.
C'est que pour que l'information puisse remonter directement à l'hierarchie, quoi. Ce n'est pas question de apprécier bien, bon, une institution quelque part qui gère la corruption. Non, 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 je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que le numéro est là, on appelle, on dénonce directement pour toucher la hiérarchie de l'agent qui est sur le terrain et on informe directement de la situation qui se présente. Et puis, pour que, bon, à la fin, l'élément là soit réprimandé, soit puni. Si on le fait une fois, deux fois pour deux éléments, je pense que ça va diminuer sur le terrain. Alors, si les éléments qui sont déposés sur le terrain arrivent à appliquer la rigueur, une fois, deux fois, les tassimènes aussi vont rentrer dans le rang. Vous avez quelque chose à ajouter? Mais non, ce que j'ai ajouté, c'est de dire aussi qu'il faut dénoncer la corruption. Parce que si on ne dénonce pas, donc elle aura des beaux jours devant elle. Il faut que nous dirons, surtout si tu es en règle, hein, il ne faut pas payer. Moi je vous dis, moi je fais des gestes aux policiers gendarmes. Ah bon? S'ils m'abordent le plus gentiment possible, pour dire à monsieur, etc., nous sommes dans la nuit, je peux dire prenez 500 000 francs, je le ferai plaisir, parce que ce sont nos amis. Bon, maintenant. Mais non, ce sont nos frères. Non, ce sont nos frères. C'est-à-dire qu'on a soit en Afrique, bon, en fait, on ne fait pas un grand débat, ouais, mais moi, il m'arrive bien volontiers de faire des gestes amicaux à des gens, à des innocents, enfin, à des inconnus qui sont des soldats qui m'abordent. Si la personne se montre très, très polie, respectueuse, je dis, vous un café, dit votre café, vous avez droit à un café, prends 500 000 francs, je le fais avec plaisir, ça s'arrête là. Maintenant, si je ne suis pas en règle, eux-mêmes ils transportent la moto, ils enlèvent la clé, ils l'emportent, je prends ma contravention, je m'en vais. Mais si je suis en règle, tenez-vous bien, je ne fais pas un seul centime. Et qu'on veut gueuler sur vous? Pardon? Et qu'on veut gueuler? Là, je ne fais pas de violence, certes, mais je refuse de payer et je menace si elle est à la hiérarchie. On va d'autres disent, bon, il faut aller, d'autres disent, bon, ils racontent, bon, je dis, je suis tranquille, il n'y a pas d'outrage ni de violence, certes, mais je ne paie pas. Voilà. Alors, je vais dire quelque chose. J'ai été témoin aussi d'un fait au niveau de la plage. Il y a un tassimène qui a été arrêté par un policier. Le tassimène, il allait vers Aného. Il a été arrêté par le policier. Le policier lui demande des pièces, etc. On lui apporte des trucs. Ce tassimène, c'est-à-dire qu'il faisait du tapage au point où tout le monde le croyait dans sa droit. Il faisait du tapage, il faisait du boucan. Donc nous on pensait, bon, tout le monde était finalement contre le policier qui l'a arrêté. Et malheureusement, ce tassimène n'avait même pas son permis. C'est-à-dire qu'il avait des passagers à bord de son véhicule, il allait à Neko, mais sans permis. Et malgré tout son tapage, et finalement, on découvre qu'il n'a même pas son permis. C'est un taxi? C'est un taxi? C'est un vrai taxi. C'est-à-dire qu'il avait des passagers. À Néron sans permis? Sans permis. Il a été arrêté devant nous tous. C'est-à-dire que finalement, nous, on a eu. On ne peut pas prendre la voie là. On a eu honte à la fin d'avoir donné un peu, d'avoir penché pour ce policier. Parce que bon, il faisait comme il était dans son droit, oui. Donc on voulait voilà. Et finalement, le policier dit, vous voyez, il a fait la situation. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Finalement, parce on lui a rien fait, mais le policier a fait ce que les passagers trouvent un véhicule, et puis lui, il a laissé quoi? Parce que tel que le gars a dit. Telle personne. Oui, mais ça dit que. Soit on l'amène un peu. Parce que celui-là va tuer des gens. Quand vous le laissez, il a vidé le véhicule. Parce que cette voie-là, c'est pas une voie à prendre. Tel que le gars a fait du boucan. Et au fils, on s'en rendu compte que bon, il n'a rien. Bon. Vous voyez des situations comme ça. C'est des gens comme ça qui proposent, qui tentent des billets aux policiers sur la route et qui tentent de les corrompre pour passer quoi. Eh bien, si j'ai un mot pour finir, c'est de dire aux agents de respecter les passagers. Moi, je me rappelle que nous sommes éventuellement. Je me rappelle qu'en 2002, j'ai pris donc une voiture de Tourne pour Lomé. Et puis, au niveau de
dans la gendarmerie d'Oum, la gendarmerie qui est au bord de la route. Avant, c'était un pas goudronné. Le CB d'un commissariat qui vient s'accrocher au véhicule bâché. Le chauffeur, je vous explique, le chauffeur ne sait pas qui s'est accroché. Il a continué et le CB était tombé. Voilà, et c'était fini. Le CB est tombé déjà, le monsieur s'est arrêté. Non, il est accroché pourquoi? On ne sait pas, parce que... Il voulait venir à l'aimer aussi. Non, c'est après, on a compris qu'il voulait arrêter le voiturier pour lui dire de prendre 2 prisonniers pour maintien. Mais sa procédure n'était pas normale. Il s'est accroché au véhicule. Non, attendez. Oui. Le chauffeur lui roulait. Il a aucun problème avec la... Non, il n'a pas de problème. Il voulait avoir une aide. Voilà. Une aide. Et puis il s'est accroché dans le véhicule. Moi j'étais devant. Ah, mais il est roulé par terre. Et puis il va l'amener à l'hôpital. Non, il n'est pas blessé. Il est tombé. Il s'est relevé. Est-ce que c'est normal? Non, ce qu'il fait n'était pas normal. Comment s'accrocher à un véhicule? À un véhicule. C'est à Toum, le 22 avril. Il y avait les élections en France à l'époque, 2002, je me rappelle très bien. Comment ça devient intéressant? Et puis, non, oui. Comment le chauffeur, il a su que le gars était accroché à son véhicule? Il ne savait pas qu'il était accroché. Lui, il a ralenti, ils ont soulevé la barre, il a démarré, il voulait juste continuer. Quand le policier est tombé, il a dit qu'il s'est accroché pas derrière. C'est pas pourquoi. Attendez, il était accroché avant que vous n'arriviez au niveau de la barre. Non, le monsieur, oui, il y a la barre là-bas, vous ralentissez. S'il n'y a pas de problème, vous passez. Il n'y a pas de problème. Donc, il a ralenti le chauffeur, on a donc soulevé la barre. Le gars a continué. Mais pendant ce temps, le policier, le gendarme, il a marché pour tenir le véhicule pas derrière. On voit déjà. Il n'avait pas de sifflet. Non, rien quoi. C'est comme si il voulait. Et finalement, comment l'affaire s'est terminée? Je vous explique, parce que c'était une affaire qui m'a marqué. Quand le conducteur s'est immobilisé et que le CB était donc tombé au sol, les juristes nous ont pris donc le chauffeur. Ils ont commencé par le tabasser, ceinturon, coup de pied par-ci, mais c'était vraiment inhumain. Vous parlez là d'une histoire réelle? Réelle que j'ai vécu moi-même, en personne, 22 avril 2022. Non, 22 avril... non, c'était 22 avril 2002. 2002. C'est vieux. Attends, je non, écoutez, ça continue toujours. Non. C'est vieux. Je vous explique, c'est pas fini. Parce qu'on ne peut plus faire ça aujourd'hui. On ne peut pas comparer 2002 à 2023. Ah, mais ils l'ont fait. Non, mais quand j'ai voulu défendre un peu le chauffeur qui était à l'agonie, il m'a aussi pris à partie. Il y a un gendarme noir comme ça, géant, qui m'a pris en bas au sol et là, commence à me rouler de coups par terre. Alors je crois que ce sont des comportements des forces de l'ordre il y a longtemps. Non, il n'y a plus ça aujourd'hui. Disons la vérité, ça aujourd'hui, on ne peut plus assister à ça, même si vous voulez demander de l'aide. Vous sifflez gentiment et puis vous discutez avec les chauffeurs. Mais en fait, en ce temps-là... Ils ont vidé les passagers. Non. Comme c'était en 2022, c'était avant. Tous ceux-là sont à la retraite aujourd'hui. Ce n'est plus d'actualité. C'est d'actualité. Terrorisme à présent dans cette émission. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, était en visite de travail et d'amitié les 30 et 31 janvier dernier au Gabon. Et bien sûr, la question relative au terrorisme et à l'extrémisme violent était évoquée dans leur échange. Les deux chefs d'État se disent préoccupés par la poussée du terrorisme et ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour lutter contre ces phénomènes. Alors, Stan, les terroristes, malgré tout ce qui est mis en place par les différents chefs d'État d'Afrique, ils ne baissent pas les bras. Hier encore, il y a eu une attaque au Burkina Faso. Il y a d'abord eu le Niger, mais ils continuent leur besoin. Au Burkina Faso, c'était à bord de motos. Ils sont rentrés. Pourquoi vous allez jusqu'au Burkina Faso? Non, je dis la dernière attaque. Okay. Puisque même durant le week-end, on a appris que au niveau de Dapan, il y a eu au niveau de la savane,
un front là-bas, il y a eu une attaque, un tricé qui a sauté sur une mine. Et donc ça a fait des morts. Et ça, c'est au Togo, ça. C'est pour cela que je dis pourquoi vous allez jusqu'au Burkina. Jusqu'au Burkina. C'est-à-dire que le phénomène... On a juste évoqué la dernière attaque en date. C'est vrai que c'est dans le moment... Puisqu'ils ont parlé de l'Afrique. Les deux chefs d'État ont parlé de l'Afrique. Okay. C'est vrai que c'est dans le moment, les attaques, même si elles ne sont pas éradiquées, elles ne sont pas complètement maîtrisées, on voit que l'armée burkinabé aussi arrive à le prendre en étau, à les abattre, quoi. Mais cette fois-ci, ils s'attaquent plus aux civils. Puisque ça donne un moment, l'armée burkinabé ne les laisse pas tranquilles. Bon, vous avez des gens, ce sont des gens qui, quand vous leur faites du mal, ils cherchent à vous faire le double de ce que, sinon le triple. Qui a commencé? Ils ont fait le mal en premier. Ce sont des gens qui n'ont pas la manière de réfléchir comme nous, ils ne réfléchissent pas forcément comme nous, ils n'ont pas l'humain en eux, comme nous autres qui sommes des gens non plus ou moins normaux. Leur mentalité, c'est de faire du mal. Quand ils voient le sang couler, je pense que c'est ce qui les rend fiers. Donc, ils ne sont pas dans notre logique de qui a commencé, qui n'a pas commencé. L'essentiel pour eux, c'est de faire du mal et gagner de l'espace, gagner du terrain et puis implémenter leur idéologie, etc. Le phénomène, est-ce qu'on finira par l'éradiquer? Je doute fort parce qu'on s'est pris un peu trop tard, selon moi, on s'est pris un peu trop tard, oui. Quand ça a commencé, tous les chefs d'État n'étaient pas concertés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fédéré leur effort. Peut-être qu'ils n'avaient pas mesuré l'ampleur de la chose. Ils n'ont pas vu de loin le danger que cela pourrait devenir après des années. Et donc, ils n'ont pas fédéré leur effort en ce temps-là pour déjà l'étouffer dès le début. Et maintenant, on a laissé chaque pays faire face à la situation. Et finalement, quand on voit finalement que ça déborde, ça envahit, en tout cas, ça gagne plus de terrain. Et maintenant, on se réveille et c'est là où moi je trouve qu'on s'est pris un peu tout tard. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. S'il se donne maintenant des moyens pour y arriver, je pense que c'est bon. Déjà, pourquoi nous sommes dans une sous-région, on a des éléments, pourquoi pas mettre sur place une armée qui va défendre nos territoires ensemble. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à ça. De la rencontre des parlementaires, la dernière fois, le sujet était évoqué. Voilà. La rencontre d'ailleurs était consacrée au sujet. Et moi je pense que ça serait une bonne piste. Il y a des mesures qui ont été prises. Une bonne piste. Si on peut aller dans ce sens, ça serait une bonne piste. Puisque individuellement pris, les pays ne peuvent pas faire face seuls à ce fléau. Alors, donc, il faut une fédération de énergies pour faire face à et aussi chercher à intégrer ces groupes-là pour savoir leur manière de faire. Parce que justement, par rapport à ça, c'est par rapport au fait de chercher à intégrer ces groupes-là et autres, est-ce que au lieu de dire on va créer l'emploi, pas au lieu de dire, si je dis au lieu de, c'est qu'on doit oublier ça, en plus de créer des emplois pour les jeunes, tout ce qui a été pris comme mesure pour occuper les jeunes, pour éviter qu'ils rentrent dans ces groupes-là, est-ce qu'on doit organiser peut-être une rencontre, je ne sais pas comment ça se passe, avec eux pour discuter de ce qu'ils veulent réellement, pour savoir comment faire face à ces personnes-là? Moi, je pense qu'il faut être pragmatique, savoir par où ça a commencé et comment
aujourd'hui évolue le terrorisme. Alors, tout a commencé, je crois que c'est en 2011 ou 2010, je ne sais pas, après la mort du Kadhafi. Les armes ont été donc emportées de la Libye et l'État de l'Azawad a été créé. Donc, ça a commencé. Maintenant, c'est pas là maintenant. Est-ce que cette personne-là n'existait pas avant le décès de... Mais du moins, elle n'opérait pas. Libyen. Anita, elle n'opérait pas. Comprenons que ce film n'existait pas avant. C'est à partir de l'éclatement de la Libye. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle n'opérait pas. Ça veut dire que même si existait, elle peut exister, mais elle n'opérait pas, on ne le voyait pas agir. Nous sommes d'accord. Mais c'est dès lors qu'elles ont les moyens à partir de l'éclatement de la Libye, qu'un État a été créé avec un drapeau, etc. Et le Mali, etc., étant donc dépassé par les événements, avait appelé l'armée française. Le Mali ou la Libye? Non, la Libye, non. Le Mali. Puisque quand ils ont quitté la Libye, ils se sont installés donc entre le Niger, le Mali, etc. Et c'est là qu'ils ont créé l'État d'Azawad. Vous voyez déjà. Maintenant, soyons pragmatiques, nous ne l'aurons pas. Et maintenant, le Mali étant donc débordé, a donc fait appel à l'armée française de venir les États pour pouvoir contrer ces gens-là. L'armée française a débarqué effectivement au Mali et a commencé par lutter aux côtés des forces maliennes pour pouvoir mettre hors état de nuire ces djihadistes nés à partir de l'éclatement de la Libye. Maintenant, la France a été priée de quitter donc le Mali pour des raisons que nous connaissons tous. Alors, pour ces raisons maintenant, la France par exemple, c'est elle maintenant qui coupe le franc CFA. Nous agissons sur qu'on coupe le franc CFA. Le franc CFA a quelque chose qui alimente ces terroristes, qui les paye, qui les nourrissent. Les réseaux parlent. Même aujourd'hui, le Mali a porté plainte contre la France au niveau de l'ONU pour appui aux actions terroristes d'une certaine façon. Vous voyez déjà. Donc, il faut donc comprendre que ce sont des corps bien organisés qui sont payés dans une monnaie et qui opèrent. Écoutez, si maintenant vous payez. Il n'y a pas de possible négociation avec ces forces. Mais allez négocier pas avec le terroriste qui n'est que un minable, peut-être qu'il a d'être 100 millions d'aller négocier avec la France. S'il le faut, négocier avec la France. S'il le faut, négociation. Écoutez, vous savez, la France, par exemple, qui a des bases militaires, il y en a plusieurs. Il y en a au Djibouti, Gabon, Côte d'Ivoire, etc. Des bases militaires qui encadrent pratiquement. Elle veut complètement prendre notre sous-région en otage. Donc, mais c'est ce que nous voyons. Pourquoi est-ce que le Togo a une base militaire à Lyon, à Paris, à Toulouse, mais la France a des bases militaires un peu partout. Pourquoi alors, lorsqu'il y a des coups d'État, ces forces parfois interviennent. On a vu la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Baba dit? Qu'il a été délogé par les bombes françaises, etc. Donc, lorsque vous laissez la liberté à un État d'avoir ses troupes dans le vôtre, en résumé, c'est parce que les pays africains... Allons négocier avec la France pour dire parce que les pays si elle veut prendre nos richesses, bien qu'elle n'a qu'à prendre. Que voulez-vous? Mais le Nigeria n'est pas un pays francophone. Mais le Nigeria, on sait ce que c'est. On sait comment ça opère là-bas. Vous savez, prenons avec le cas du Nigeria, il faut être prudent. Parce que ça part du Nigeria pour atteindre le Cameroun. C'est pratiquement toute une zone qui est sous l'influence étrangère aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Donc moi je pense qu'au lieu qu'on s'attaque à de minables, parce que c'est facile de voir un petit copain de rue qui, lorsqu'on lui propose maintenant, c'est de, pas moi, 500 000 francs, tout de suite, il a reçu une fois, n'a pas été assassiné, demain il va s'enrôler. Or, l'argent là, ça vient d'où? Vous laissez un État couper votre billet, il peut couper. Je pense que là, vous voulez toucher si nous voulons la paix, je ne suis pas les Français sont mes amis, j'ai ma famille qui est en France, rien contre elle, mais si nous voulons effectivement la paix, je pense que mieux vaut négocier avec la France qui a des bases militaires dans nos pays
Et qui, mais écoutez, pourquoi la base militaire en France, Djibouti, c'est pas au Tchad, Niger, Djibouti, Sénégal, pourquoi? Pourquoi? Alors vous demandez que les bases militaires françaises quittent l'Afrique, on redevient ce que nous sommes avec nos forces, on gère bien nos territoires, ou vous laissez donc les forces étrangères occuper vos territoires et vous avez les conséquences. C'est ça. Alors, Stan, on peut relier ou bien vous avez... Moi, je suis pour que... vous avez une réaction par rapport à l'attaque de... L'attaque, il a donné son jugement. On a pratiquement quitté le cadre. Ce que moi je suggère est que finalement, on oublie cette idée qu'on appelle, c'est-à-dire on traverse les frontières de la CEDEAO sans contrôle, bien, je ne sais pas quoi. Il y a un système comme ça où, dans les pays de la CEDEAO, il n'y a plus vraiment de limites au niveau des frontières. Oui. On a la circulation des personnes et des biens. Voilà, au niveau des frontières. Moi, je suis pour qu'on élimine ce système. Parce que, oui, finalement, je suis contre ça. Parce que moi, je pense que si déjà dans ce pays, le truc s'est installé et qu'on veut éviter que des gens comme ça escaladent, c'est-à-dire qu'ils aillent dans d'autres pays où... mais ils sont déjà dans tous les pays. C'est-à-dire que, par exemple, quand je prends par exemple, le cas du Togo au nord là-bas, c'est-à-dire que le terroriste, c'est celui-là que vous pouvez voir, celui-là que vous pouvez côtoyer tous les jours, sans savoir qu'il est vraiment terroriste. Oui. À partir de ce moment, il peut traverser les frontières sans souci, et vous ne saurez pas. C'est quand il atterrit. Mais alors là, ils sont déjà au Togo. Voilà. Bon, mais si on ferme les frontières, ils sont là. Ok. Si au moins ceux qui sont là, on peut faire en sorte que... les connaître? C'est ce que je dis. Voilà, ils sont déjà là. Si on peut faire en sorte que, désormais, tous ceux qui rentrent sur le territoire togolais, on puisse les connaître véritablement, on puisse les contrôler au moins. Hein, c'est-à-dire qu'on puisse faire un tri au maximum avant que des gens n'entrent sur le territoire togolais. Ça serait déjà un bien. Maintenant, on pourra voir comment gérer avec ceux qui sont déjà là. Et parce que ça nous éviterait de faire une lutte sur une longue durée. Mais si le territoire là, on se dit que bon, nous sommes de la CEDEAO et qu'il y a la libre circulation des biens, des personnes, des biens, bon. Donc tout le monde peut rentrer comme il veut, disant que bon, je suis commerçant de tel pays, je viens faire mes affaires ici, puis je retourne. Je pense que ce sont des gens comme ça qui dissimulent des armes et qui viennent opérer sur le territoire togolais et même dans d'autres pays. C'est l'analyse comment il fait. Je pense que c'est ce système de libre circulation de biens et de personnes dans l'espace CEDEAO là. Non, je ne suis plus d'accord. Alors, nous allons marquer une petite pause et on revient pour parler éducation dans cette émission. Le Togo possède des atouts considérables du fait de sa position géostratégique, de sa stabilité politique, de son port en eau profonde unique dans cette région d'Afrique de l'Ouest, de son aéroport ultramoderne et de son réseau routier en pleine expansion. Les efforts des pouvoirs publics pour développer le port ainsi que les infrastructures routières et aéroportuaires en font un pays attractif pour les investisseurs et les opérateurs économiques. Pays de 7 millions d'habitants, le Togo a pour vocation de desservir les pays de l'Interland, comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, et d'être l'axe central du corridor commercial entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Cet attrait se traduit par la présence de nombreuses banques et sociétés internationales qui ont fait de Lomé, la capitale, un hub financier et commercial. C'est dans ce contexte que l'OTR est né, intégrant les deux régies de collecte fiscale que sont les douanes et les impôts. Les institutions étatiques ont-elles réfléchi à un mode d'accompagnement
pour les sociétés qui ont choisi d'être en règle? Si oui, quels seront les actes dans un futur proche qu'on pourra constater? C'est vrai, nous devons payer les taxes et les impôts. C'est un devoir civique. Mais je voudrais savoir si l'OTF prépare les contribuables, les opérateurs économiques, les importateurs au paiement des impôts. C'est vrai que dans aucun pays, les gens aiment payer les impôts. Hein, c'est vrai. Mais quand même, s'il y a une justice fiscale visible, certains contribuables sérieux paieront avec joie leurs impôts. Que la muni doit atelier et me l'auto. C'est mes vidéos au terrain droit civique bénin de la tue. Personnellement, j'aimerais savoir à quoi servent les sommes qu'on verse à l'État par l'intermédiaire des taxes et des impôts. Au terrain, et yonami, yemi ilekbo. Ibe bunagaonami. Voine bugaonamia. Et gabe chuchune, fumune problème banananili. C'est vrai que l'OTR se bat pour faciliter le plus possible, mais nous avons pensé que en ayant un circuit clair, connu de tout le monde, ça participera à ce que les usagers sachent qu'il y a une facilité qui est offerte et sachent aujourd'hui que l'OTR fonctionne en tout. Retour donc en studio, je l'avais dit, on parlait éducation. Nous allons parler d'abord de l'organisation des semaines culturelles. Nous sommes en février, donc déjà en mars et avril, on va entendre parler de semaines culturelles. Le ministre Kokoroko qui a publié certaines dispositions à prendre dans les établissements scolaires pour encadrer le déroulement des manifestations culturelles. Entre autres mesures, on peut noter que les manifestations doivent commencer à 7h30 et prendre fin à 18h, exceptionnellement pour les projections de films et documentaires. Les enseignants ou bien l'établissement a jusqu'à 20h pour terminer la participation à ces différentes journées culturelles. La participation elle est gratuite et puis il est interdit formellement la consommation et l'incitation à la consommation d'alcool ou de substances psychoactives. On va dire que c'est fini la récréation maintenant. On peut se dire semaine culturelle et se retrouver nul à l'école. Oui. Vous savez, quand on parle de semaine culturelle, moi je me dis même que depuis déjà longtemps, on ne la vit plus. C'est-à-dire, la semaine culturelle doit produire la culture, le théâtre, la musique, des utilités sociales. C'est pas parce que quand nos parents nous racontaient ce qu'ils faisaient, quand on parle de semaine culturelle, c'est pas ce que nous avons vécu. Hein. Non, semaine culturelle, quand on ne parle pas de la culture, en fait, c'est la tradition, revenir un peu à nous-mêmes, dans chaque localité. Ouais, déjà. Donc, les gens vont danser. Cameroun, ceux qui viennent dans cette partie, les gens vont danser à Badjar. C'est ça qu'on appelle la semaine de la culture. Cameroun, à Badjar, vous n'avez pas dit Bobo, alors que vous êtes plus au plateau. Oui, Bobo aussi, du côté du plateau. Écoutez, je pense que ça doit pouvoir intégrer ces réalités qui fondent nos personnalités. C'est-à-dire que je suis issu d'une culture et je la vis pendant au moins 2 semaines au cours de ma période scolaire. Vous voyez déjà. Mais maintenant, les écoles quittent carrément ce stade et font d'autres choses. On a laissé notre culture de côté. Regardez, est-ce qu'après la mort du dernier homme du théâtre, là, comment appelle-t-on? Gablo, et puis on n'a plus de véritable troupe théâtral dans le pays. Il n'y en a pas. Les clubs d'écrivains, les clubs de lecture. Les clubs de théâtre, quand vous allez. On veut les voir à l'Institut français, quand vous allez à l'Institut français, c'est un week-end. Non, écoutez, ce sont les mêmes choses. Il n'y a pas que la France, on doit en avoir. Il n'y a pas que l'Institut français. On doit avoir ça, Cara, à Toum, à Clémé, je ne sais pas, à Gou, à Palimé, etc. Il faut qu'on sente que vraiment le théâtre revient un peu au Togo. Nous, en notre temps, on lisait des textes et on jouait des scènes. Vous déjà, nous, maintenant, ce n'est plus ça. Les enfants se livrent à la débauche sexuelle, vont interpréter des chansons obscènes. Vous voyez déjà, mais c'est ce qui pour le ministre maintenant à mettre des barrières,
a dit, mais écoutez, à partir de 18h, vous devez vider, etc. Donc on doit revenir sur un programme artistique fiable. Il y a un des points qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le cadre où la tenue vestimentaire doit être correcte. Oui, c'est la tenue. Ça fait partie des 8 points. C'est la tenue qui provoque. Je crois que c'est le 5e ou 6e point. Oui, la tenue provoque des comportements sexuels répréhensibles. Parce que très souvent, c'est lorsque la fille exhibe ses parties intimes que les hommes sont tentés. Est-ce que vous écoutez, les musulmans qui se parent de tout jusqu'au... après, tu vas voir les yeux, mais qui s'intéressent à elle. Elles sont mariées, hein? Bien sûr. Mais écoutez... qui s'intéressent à elle? Écoutez, oui, quand la fille, moi je vois une musulmane qui est complètement pour on ne sait pas quelle forme elle a, qu'est-ce qui peut intéresser. Mais par contre, quand on a une fille qui porte des pantalons, qui laisse entrevoir ses seins et son sexe, on se dit, mais écoutez, on aimerait bien voir ceci. Vous êtes rapidement influencé par... ça dit, on est de gré de force, on ne peut pas se dire, on est souvent... Donc, on doit revoir cela. Il faut que les filles s'habillent, que la jupe descende jusqu'aux genoux, et que les seins soient bien protégés, et que la coiffure ne soit pas extravagante. Alors, mais je le dis parce que beaucoup d'hommes sont en prison parce qu'ils ont succombé à certaines Non, c'est parce qu'ils sont allés avec les milieux. C'est parce qu'ils sont allés avec les milieux. Alors, rapidement. Alors, le ministre vient de siffler la fin de la récréation. Et puis il le faut, parce que quand vous vous rendrez dans des établissements scolaires, à la fin des semaines culturelles, bien à la fin des journées culturelles, vous pouvez ramasser peut-être des tonnes. Déjà utilisés. Oui, les sachets de boissons, du n'importe quoi. Oui. Vous avez, je suis en partie d'accord avec le ministre Kokoroko. Est-ce qu'il a sifflé la récréation? Bon, je suis d'accord avec lui, mais moi je ne pense pas qu'il a sifflé la récréation. Parce que cette récréation va continuer. Si. Parce que ce n'est pas le fait de prendre ces 8 mesures-là. Je suis d'accord que c'est un homme c'est un réformateur, il prend des initiatives, il, à un moment donné, arrête certaines situations qui... Alors pourquoi penser que c'est 8 mesures là? Et je suis d'accord, quand j'ai lu les 8 mesures, j'ai été tellement fier, mais je vous dis que ce n'est pas la fin de la récréation. Ça ne siffle en rien la fin de la récréation. Vous pensez que les gens, après les 20 heures, iront... D'abord, moi, je vais dire pourquoi je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'à un moment donné, on a dénaturé la célébration des semaines culturelles. Comme vous savez bien de tout à l'heure, en notre temps, quand moi j'étais encore un peu plus petit, et quand j'étais au cours primaire, on célébrait cette fête-là dans l'établissement en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent prester des chansons, ils prestent. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai jamais été intéressé. Et ce ne sont pas des chansons, n'importe quelle chanson. Quand on parle de journée culturelle, c'est que moi je vais... Ceux qui veulent présenter des scènes, des fêtes, etc., eux aussi ils ont leur troupe et ils sont coachés par des professeurs et on les suit jusqu'à ce que le juge n'arrive. Il faut moi-même, j'étais au CM2, mais j'ai présenté, il y a ceux qui veulent sculpter, ceux qui veulent faire la peinture. Moi j'ai une fois fait sculpter du poisson. Moi-même, je suis allé couper le bois de Nîmes, j'ai sculpté le poisson. Ce sont des trucs comme ça qu'on faisait et qui instruisaient les gens. Mais maintenant, qui ont été dénaturés. Voilà. C'est ce qui n'existe plus maintenant. Maintenant, ce qu'il a, c'est que, bon, quand il y a des semaines de fêtes, des semaines culturelles, bon, les gens se disent, où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va préparer, quelle boisson on va amener, quelle danse on va danser, quel habit on va porter pour être beaucoup plus à la mode, qui va présenter l'habit le plus sexy. Alors, rapidement, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que quand on dit l'activité commence de 7h à 18h, c'est-à-dire que quelqu'un qui quitte la maison, c'est-à-dire il n'a pas forcément obligé, il n'est pas obligé d'aller. Un bon parent
Non, vous quittez et vous n'allez pas. Oui, ça, c'est votre affaire. Mais je pensais que vous quittez après 18 heures, au lieu de rentrer, vous continuez. Vous quittez, vous dites que bon, nous avons activité. Mon enfant me dit que nous avons activité ce matin dans la journée comme ça. Bon, est-ce que vous allez suivre? Si l'enfant veut faire des trucs qui soient bons, il va le faire. Si vous allez ailleurs et que vous êtes une fille, vous ne prenez pas les mesures, imaginez ce qui va se passer en décembre. Donc, c'est ça. Alors, concernant rapidement avec une interview que nous avons lue sur votre site, vous avez interviewé le secrétaire général du CET. Rapidement, vous avez parlé de quoi exactement? J'ai vu ça. Ça fait quelques c'est vrai, j'ai lu, mais ça fait quelques mois. Les syndicalistes sont donc libérés de la prison, et aussi les élèves. Mais on s'est intéressé à l'ancien secrétaire général, donc que le syndicat existe toujours, donc pour voir quel est donc leur état actuel. Puis il m'a dit qu'ils sont sans cesse être mis à la porte et qu'ils ont déjà saisi la cour de la CEDEAO, l'OIT aussi, sur leur sort. D'autres préfèrent la voie de la négociation. Donc, ils ne sont pas inscrits sur la voie judiciaire. Déjà. Donc, ils espèrent. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont. Ah oui, ils ont déjà écrit, même eux, ils ont déjà écrit au chef d'État pour demander sa clémence. Hein, ils ont saisi le médiateur de la République, mais ils ont pensé que tout cela a pratiquement échoué parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Le licenciement a été effectif. Ils sont aujourd'hui à la maison sans argent, mais des procédures judiciaires sont toujours en cours et que parmi eux, ils sont censés, au moins la moitié, à opter pour la procédure judiciaire. Donc les avocats sont donc commis et des institutions sont donc saisies. Voyez-vous. Donc à peu près l'état dans lequel baignent les anciens fonctionnaires de l'éducation renvoyés, qui se retrouvent parfois sans ressources. Alors quand il s'est confié à vous, au finish, il voulait quoi? Bon, d'abord, il a toujours de l'aide de la part des autorités? Bien sûr, ils sont dans la position de plaidoyer pour qu'on puisse les reprendre, c'est tout, puisqu'ils ont déjà demandé pardon. Donc si l'État veut bien les écouter, c'est qu'on va éponger leurs fautes et les reprendre dans la fonction publique. Merci à vous toutes et à vous d'avoir participé à cette émission. Stan, merci. J'espère vous revoir mardi prochain. Mardi, c'est le 14 février. Ah, mais écoutez, même si je ne vous retrouve pas à bonne fête, j'espère que vous avez des amoureuses. Ou bien vous allez laisser les dames à la maison et puis aller dehors. Moi, je dois vous inviter, moi. Sur le plateau, Vous créez des histoires, pardon. J'attends si pardon, j'espère que vous allez fêter avec une femme que je connais, pas avec celle que je ne connais pas. Chers téléspectateurs, c'est donc à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à partir de 10h.